Des agents d'intelligence artificielle toujours plus puissants, l'IA qui part en guerre et ça embête Anthropic, le chevalier blanc du secteur. Pendant ce temps-là, les Français veulent tout réinventer avec les World Models. Bref, de l'IA ce mois-ci encore dans l'actu. Et on en parle dans cette émission. On va parler aussi de smartphone avec le Mobile World Congress de Barcelone qui avait lieu début mars. Avec François Sorel qui a décidé de fêter tout seul dans son coin les 25 ans du smartphone. Et puis Apple qui veut pulvériser le marché des ordinateurs portables. Bon marché avec le Neo. Enfin, Sony qui arrête ses grands projets en matière de voitures électriques et qui en plus lève le pied également dans les télés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce la fin d'un géant de la high-tech ? Voilà, on va parler de tout ça dans ce nouveau numéro du Grand Débrief de Monde Numérique avec mes camarades que je vous présente tout de suite. Ces vieux rouliers de la tech qu'on ne présente plus en réalité. Tout d'abord, François Sorel. François, es-tu là ? Ouais, comment ça va, Jérôme ? Salut, Bruno. Salut, François. Alors, le vieux roulier de la tech, j'avais jamais entendu cette expression. Je sais pas d'où ça vient. Je vais t'en sortir une chaque mois différente. Les vieux rouliers de la tech. François Sorel, BFM Business à Paris et Bruno Guglielminetti à Montréal du podcast Mon Carnet. Deux voix historiques, préhistoriques de l'actualité technologique. En tout cas, deux continents, trois regards, une émission en audio et en vidéo. C'est parti pour le grand débrief du mois de mars 2026. Cette émission vous est proposée avec le soutien de FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro, c'est un opérateur pour les indépendants, les TPE, les PME, mais aussi les grandes organisations à travers leurs solutions experts. Connectivité, cloud, télécom, cybersécurité, FreePro couvre l'ensemble des besoins numériques des entreprises avec des solutions souveraines. Les infrastructures, les technologies et les équipes sont opérées en France. FreePro maîtrise la chaîne de valeur des données de bout en bout. En plus, des équipes d'experts dédiés accompagnent les projets au plus près grâce à une dizaine d'agences réparties sur le territoire. Expertise, proximité, simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com. Et merci à FreePro de soutenir le grand débrief de Monde Numérique. Bon les amis, 2026 sera-t-elle l'année des agents IA, l'année où les agents sortent des labos pour partir à la conquête des entreprises, peut-être aussi de nos ordinateurs personnels, avec une avalanche de nouveautés ce mois-ci. On ne va pas pouvoir toutes les passer en revue, mais en gros, est-ce que ça vous a bouleversifié ce déballage, ce tsunami d'agents IA ? Est-ce que vous succombez à votre tour à la folie des agents ? Bruno, qui est un garçon très agentique, on le sait. Ouais. Ben écoute, non, je me calme. À l'occasion. Je me soigne. Tu te soignes. Je me traite, ouais, exactement. Ouais. Non, écoute, je m'excuse, il y a des poils de chat qui se promènent ici. C'est GPT, c'est ça? C'est exactement, c'est mon chat GPT. Et donc, c'est pas des blagues en passant. Il y a des gens qui vont dire, qui n'ont jamais entendu parler de GPT, mais c'est mon chat. Ils vont croire qu'on parle de flatulence dans cette émission, alors que ça n'a rien à voir en plus. C'est horrible. Si l'autre chat passe, il s'appelle GPT. Ça déraille déjà. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, salut GPT de notre part et dis-nous ce que tu penses des agents. Mais salut GPS aussi, parce qu'il va être jaloux. Ah oui, c'est vrai, entre GPT et GPS. Oui, voilà. Ah ouais, bien sûr. Moi, GPU arrive bientôt. Ça sera le prochain. C'est bon, ça sera le prochain. Donc, ça sera le prochain. Je m'excuse, Jérôme, pour répondre finalement à ta question. Mais moi, j'avais un chat il y a très longtemps, il s'appelait Floppy. Mais c'est une autre époque, tu vois, c'est une autre référence. C'est vrai, c'est Floppy, vrai. Ouais. Floppy, il faut avoir plus de 55 ans pour comprendre. Il est dead, Floppy. Floppy disk. Bon, alors, les agents, Bruno. Alors, sérieusement, les agents IA, évidemment, il faut en utiliser si on va être de 2026. Mais cela étant dit, j'ai pas encore osé utiliser quelque chose comme Dispatch qui s'installe sur son ordinateur et puis à distance peut contrôler, faire de l'assistanat. Psychologiquement, je suis pas rendu là. Le nouveau système d'Anthropic. Ouais. Qui est très fort, qui a poussé le bouchon très loin dans les agents, et avec aussi son système cowork, c'est ça? Ouais. En soi, c'est une révolution, de pousser aussi loin là, l'autonomie, et puis j'ai l'impression que c'est tellement que le début. C'est impressionnant. Ouais, mais il faut faire attention avec tous ces trucs-là, parce que... Ça peut te bousiller. On en parle un petit peu dans Tech & Co, mais
tout ce qui est OpenClaw, etc., etc. Tu vois, il faut pas mettre ce type d'outils dans toutes les mains et je pense que voilà, il faut y aller mollo, il faut comprendre ce que c'est véritablement, l'installer sur une machine qui n'est pas ta propre machine. Voilà, avec pas forcément tous vos codes et tous vos effets personnels dessus. Donc c'est super, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va avec tout ça, mais je pense qu'il faut y aller mollo. Avant de vous lancer dans cette aventure-là, checkez bien, allez voir un peu les tutos, etc., etc., parce que c'est pas anodin hein, quand même, hein, parce que quand OpenClaw ou tous ces outils prennent la main sur énormément de données de votre PC ou de votre Mac, ça peut poser problème quand même. Hein. Ben, c'est quoi, c'est en début du mois, il y avait cette histoire de VP chez Meta qui s'est fait bousiller tous ses dossiers. Parce qu'elle avait installé ça sur son ordinateur et puis pouf, du jour au lendemain, en quelques minutes. On en parlait avec toi, Jérôme, aussi, non cette semaine, je crois, quand tu es venu dans le débrief. On en parlait, il y a eu des PC qui ont été vidés, en fait, effacés par une IA. Un peu rigolote. L'IA rigolote avoir de l'espace. C'est ça, je vais tout lui effacer. C'est fou que ces gens-là, quand même, se soient un peu laissés piéger comme ça. Ça me paraît un peu bizarre, quoi. Je veux dire, tu étais à un haut poste chez OpenAI et c'est ça, c'était chez OpenAI ou chez Anthropic? Ben, la VP, c'était, en tout cas celle dont je connais l'histoire, c'est VP chez Meta. Chez Meta, ouais, c'est ça. Et et tu fais n'importe quoi, tu t'installes un agent qui prend la main complètement sur ton ordi. C'est plutôt d'où finalement d'où le boom qu'il y a eu sur les Mac Mini. Parce que le Mac Mini, c'est la plateforme idéale pour faire un deuxième ordinateur, une espèce de bac à sable, où là, tu peux lâcher tes agents, tu leur mets quelques dossiers, mais tu donnes pas accès total à toute ta vie numérique, entre guillemets. Et assez puissant, et le Mac Mini est assez puissant, en fait, pour faire tourner des IA en local. C'est ça aussi qui est cool. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui vient de passer, là, Bruno? C'est GPT. C'est GPT qui vient de passer? Ouais. C'est incroyable, j'ai vu une espèce d'ombre, je crois que c'est terrible ça. C'est l'ombre de GPT. Il fait du bruit en plus, j'ai l'impression. Oui, il vient de décider de faire tomber quelque chose, je retrouverai plus tard. Bruno et ses chats, mesdames, messieurs. Ouais. Il y a aussi un chien, mais ça c'est autre chose. Pendant ce temps-là, donc il ne vous a pas échappé que l'IA s'insinuait, y compris dans les hautes sphères militaires, puisqu'il y a eu cette histoire avec Anthropic. Anthropic qui est blacklisté aujourd'hui aux États-Unis, déclaré comme, quelle est l'expression déjà, un risque inacceptable. Tout ça pour avoir refusé que son IA Claude soit utilisée à des fins militaires, c'était déjà un peu le cas, mais que l'armée aille encore plus loin et qu'elle se serve de Claude pour développer des armes automatiques et des systèmes de surveillance généralisés de la population. Alors, est-ce que, et Dario Amodei, le patron d'Anthropic, est beaucoup monté au créneau, est-ce que d'après vous, c'est au point il se positionne vraiment de plus en plus un peu comme, je disais, le chevalier blanc de l'intelligence artificielle, du genre non mais l'IA c'est bien mais on fera pas n'importe quoi avec. Est-ce que c'est une position sincère de sa part ou bien c'est un peu une posture, on va être méchant, on va dire un peu marketing aussi pour apparaître comme le gentil de la bande? Bruno, toi qui es sur le continent où tout se passe, même si tu vis pas aux États-Unis, tu es au Canada, mais tu es presque un peu plus près du Seigneur que nous. J'avais peur de ton descriptif. Oui, c'est justement, je pense que l'option B, de plus en plus, commence à être quelque chose de véridique. C'est-à-dire que c'était la belle occasion pour Anthropic de faire une vaste campagne de communication et de prendre une place qui était encore libre, c'est-à-dire d'être le chevalier blanc de l'IA. Étant québécois, je te dirais probablement que Joshua Bengio a cette carte-là dans sa manche, là, parce qu'il parcourt la planète pour dire « Oh, il faut faire attention ». Mais dans les géants américains, il n'y en avait pas encore qui avaient fait ça. Il y a Sam Altman qui avait essayé de jouer cette carte-là en disant « Ouais, mais vous savez, l'IA, c'est dangereux, il faut faire attention ». Dans des entrevues qu'il avait données. Non, mais c'est ça. Sam Altman, c'est plutôt le méchant dans l'histoire là, maintenant. Non, c'est ça. Mais l'an dernier. C'est le méchant de James Bond. Oui, mais l'an dernier, souviens-toi. Non, ça, je laisse ça à Elon Musk.
Mais souviens-toi que Sam Altman, l'an dernier, donnait encore des entrevues, des conférences dans les médias en disant « Ouais, mais il faut faire attention parce que l'IA, c'est dangereux. » Puis là, maintenant, il joue la carte à fond. Il vient de signer avec son sang, là, avec le Pentagone, en disant « Bon, ce que Anthropic ne veut pas faire, nous, on va le faire. » Et ça laisse la place à Anthropic pour devenir le bon chevalier et la cause noble. Et donc, oui, là, il la joue à fond, là, cette carte-là. Et puis même, le plus surprenant, c'est que dans toute cette histoire-là, il y avait des gens qui ne voulaient pas vraiment lever la main ou rester la tête en dessous du radar, et c'est Microsoft et Google. Et très rapidement, moi, à ma grande surprise, les deux ont dit, vous savez quoi, publiquement, ils ont dit, nous, on va continuer à faire affaire avec Anthropic. Et ces deux boîtes-là, là, ils ont des contrats avec le gouvernement américain. Ils ont des contrats avec la défense. Alors, de les voir soulever un peu la tête pour être rattrapés sur le radar et publiquement dire que non, nous, on soutient Anthropic, j'avoue que ça, c'est la consolidation d'appui là, dans une vaste campagne. Chapeau. Ils ont bien mené le bateau, puis ils en ont profité. Alors, pour compléter ce que tu dis, Bruno, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, on avait eu un manifeste contre les dangers de l'IA qui avait été signé par énormément de pointures de l'intelligence artificielle. Il y avait un peu le papa de l'IA chez Google qui était monté au créneau en disant « Attention, si on continue comme ça, on va droit dans le mur ». Donc, il y a quand même cette petite musique de spécialistes de l'IA qui veulent un peu ouvrir les yeux à la société et qui est là depuis un moment. On en entend beaucoup moins bien parler depuis pas mal de temps. C'est vrai que toutes ces voix se sont un peu éteintes. Franchement, je connais pas personnellement le patron d'Anthropic. Je dirais que c'est quand même assez classe de sa part d'avoir des lignes rouges vis-à-vis de la défense américaine, etc., etc. D'ailleurs, ça lui a coûté cher, cette histoire-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de la manière dont le gouvernement américain et la défense a réagi suite à ça, il s'est retrouvé sur liste noire, comme vulgaire Huawei. Voilà. Il a été mis à l'index. Il a été mis à l'index, quoi. Vraiment. Mais le problème n'est pas réglé, Et le problème n'est pas réglé. Alors après, peut-être qu'il va sortir de cette liste noire. C'est souvent comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ça va se passer une espèce de monter comme ça dans les tours, et puis après on redescend. Parce que je pense qu'il va avoir évidemment un juge ou une cour qui va remettre un petit peu tout ça on va dire, qui va un peu remettre tout ça dans le droit chemin. Donc je suis un peu dubitatif. Maintenant, il faut pas se voiler la face. L'IA est tellement puissante, et surtout dans ce contexte, on va dire, de tensions géopolitiques. Si un gouvernement a envie de réquisitionner une IA, il le fera sans aucun problème. Et je pense que même sans avoir l'autorisation en fait du patron de la boîte, ça va être comme ça. Je vous rappelle que les réquisitions dans des situations, on va dire, de défense, écoute, c'est déjà arrivé. Et je pense que ça va arriver. Pour la sécurité nationale, ou tout est... Pour la sécurité nationale, dès qu'il y a quelque chose de sensible qui met en danger une population ou des personnes, tu sais, il y a une réquisition, c'est comme ça. Ouais, mais oui, là on est sur la question de la sécurité nationale, donc ça pourrait se justifier. Mais après, il faut pas perdre de vue comment fonctionnent les États-Unis. Et il y a quand même ce qui est très important aussi, c'est le business. Et tu vas pas casser le business de fleurons comme ça, juste sur un coup de tête. Et c'est pour ça que François disait, dans 6 mois, il y a un juge qui va donner raison à Anthropic. Oui, mais je pense. Je pense. Et puis, tu sais, la réquisition, mine de rien, ça peut soulager aussi ces boîtes-là, parce que si le message qu'elle donne, c'est que, écoutez, moi, on m'a pas laissé le choix. On s'est servi de mon outil contre mon gré, finalement. Et c'est le cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Mais François, c'est le cas présentement. Anthropic, son outil, il a servi à débarquer la présidence au Venezuela. Il a été utilisé pour préparer les frappes en Iran. Oui, mais ça, c'est pas en contradiction avec leurs principes. Oui, sauf que là, tu as le gouvernement américain qui dit que c'est dangereux pour la sécurité nationale, et pendant ce temps-là, tout le monde au Pentagone est en train de l'utiliser. Alors bonjour l'hypocrisie, là.
Oui, mais ils l'utilisent. Ils avaient un deal avec. Tout à fait. Mais du moment que tu dis que cette entreprise-là ne peut pas faire affaire, et même ne peut pas faire affaire avec des sous-contractants du Pentagone, parce que c'est dangereux pour la sécurité du pays, mais que toi, tu es en train encore de l'utiliser pour préparer des frappes, si c'est pas l'hypocrisie, je sais pas ce que c'est, là. Bon, on va voir comment ça va tourner. Et pendant ce temps-là, les Français, eux, décident de faire cavalier seul, ou en tout cas de voler. Tu applaudis, Bruno. Bravo. Merci, Bruno. Merci de m'applaudir. Bravo. Ça me fait plaisir. Merci. C'est pas toi qui l'applaudis, j'imagine. C'est Yann Lequin. Je pensais que c'était moi. Yann Lequin qui a annoncé ce mois-ci, c'était quand même la grosse news du mois de mars, cette levée de fonds de plus d'1 milliard de dollars pour sa nouvelle start-up Amiai. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que c'est la France qui relève la tête? Est-ce que c'est il va dans le mur? Il y a un peu toutes les hypothèses qui sont sur la table. Hein. François. Après, compliqué. Franchement, on peut que saluer déjà comment dirais-je, la vision de bien des on va dire des scientifiques de l'IA qui comptent dans le monde, parce que quoi qu'on dise, qu'on aime ou pas Yann Lequin et qu'on suive ou pas ce qu'il fait, il faut être tout le monde l'aime, Yann Lequin. Non, mais après, bon, voilà. Il y a quelques détracteurs au niveau scientifique, mais détracteurs au niveau scientifique. Personne ne remet en question ses compétences et son. Non, mais bien sûr. Son niveau de compétence. C'est pour ça. Et moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, et je me dis, le fait d'être arrivé comme ça, à lever quasiment 1 milliard. Simplement sur une idée et sur son nom. Comment dirais-je? Sur son nom et sur ses convictions et voilà, entraîner des investisseurs qui ont mis beaucoup d'argent, ça bravo. Surtout dans ce contexte économique qui est quand même assez compliqué. Donc il faut lui faire confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui compte dans l'IA et qui va sans doute arriver à faire quelque chose. Le seul problème qu'on a, c'est que c'est le temps. Cette histoire de world model qui est une espèce d'intelligence qui est un peu comment dirais-je, pour imager, c'est un peu, d'après ce que j'ai compris, le fait de recréer un cerveau artificiel. Ce qu'il est en train de mettre en place. C'est-à-dire que l'IA, c'est des statistiques et ça répond grâce aux statistiques voilà, des LLM. Là, on a vraiment tous les sens. C'est l'environnement, donc c'est un peu comme si on recréait un cerveau humain artificiel, si tu veux. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Combien de temps il va mettre pour ça? On ne sait pas. Et c'est un pari qui est quand même malgré tout excitant, parce que il part dans une direction qui est complètement à l'opposé de ce que on a aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Il est vu un petit peu comme un ovni, Yann Lequin. Mais s'il réussit son coup, et moi je vois plutôt le verre à moitié plein à chaque fois que le verre à moitié vide, ça peut être véritablement quelque chose de fort. Et puis c'est made in France, quoi qu'on dise. Donc on va pas. C'est financé par l'étranger, mais c'est fait en France. Oui. Mais c'est en France. Et lui représente la France. C'est pas qu'en France. Lui, il continue, il vit à New York. Il a mis le siège de sa société à Paris, mais ils sont présents aussi à New York, à Singapour, à Montréal. Tu sens qu'il y a une emprise parisienne pour faire plaisir à Macron, et voilà. Mais c'est pas une boîte française. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit simplement pour faire plaisir aux politiques. Je pense que alors moi je suis pas Yann Lequin, mais humblement, quand j'analyse un petit peu ces derniers mois chez Meta, il a quand même été malmené par les US. Tu vois, on se souvient de ces prises de bec avec Elon Musk sur Twitter qui étaient en direct. Il n'a pas les mêmes idéologies, il n'a pas la même idéologie que la plupart des Américains en ce moment. C'est quelqu'un qui est c'est un Européen. C'est un Européen. Il travaille à New York, mais c'est un Européen. C'est ça. Et je pense que, tu vois, je ne voyais pas Yann Lequin créer sa boîte aux États-Unis. Franchement, je ne voyais pas ça. Il a vraiment envie de garder cette liberté et de crier son appartenance à l'Europe et à la France. Donc, Bruno, après... Non, puis moi, je suis persuadé que s'il y a un bureau à New York, mis à part qu'il enseigne quand même à l'université là-bas, puis il y a sa vie de famille qui est là, sauf que s'il a encore un pied aux États-Unis, c'est parce qu'il y a des capitaux américains.
Et tu vas pas chercher les capitaux américains si tu n'es pas installé là-bas d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que GameFace est à New York et compagnie. Cela étant dit, c'est drôle parce que cette semaine, je faisais une conférence et justement... J'adore Bruno, tu es comme moi, tu dis cela. Cela étant dit, cela dit. Tu sais qu'on est les deux seuls au monde à continuer à employer proprement cette expression. Oui, tout le monde dit ceci dit. Alors qu'il faut dire cela dit. Étant dit. Mais bien sûr que cela étant dit, cela dit. Merci Bruno. Allez, continue. Ouais, mais commence pas à me reprendre à chaque fois que je parle parce que ça va être... Mais non, je suis d'accord avec toi. Non, ça, on dit pas ça comme ça. Bon. Donc, mais merci. Donc, cela étant dit, cette semaine, je donnais une conférence et justement, je parlais de l'initiative et de l'approche de Yann LeCun. Et là, je disais aux gens, pour leur faire peur, avec son approche, c'est probablement le plus près qu'on ira de ces films d'horreur où les IA arrivent à devenir autonomes parce qu'ils arrivent à lire leur entourage, leur environnement, ce que l'IA d'aujourd'hui n'est pas capable de faire. Et c'est pour ça qu'il y a des petites mains en Afrique, il y a des petites mains en Asie du Sud-Est qui passent leur temps, après ça part des gens là, ici en Amérique là, qui se font embaucher pour mettre une caméra sur le front pour filmer leur quotidien. Et c'est vrai, il y a un article sur mon carnet, si vous voulez rire, c'est là-dessus. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Mais donc, l'IA approchée avec votre comparse, c'est l'IA qui devient vraiment intelligente et autonome. Et ça, si vous voulez avoir peur, lisez là-dessus. Vous allez voir que si on pousse la manette un petit peu plus loin, là, petit frisson. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Aujourd'hui, tout le monde fantasme et a peur des LLM. Et Yann LeCun, qui pourtant, lui, il peut se ranger dans la catégorie des non-inquiets. Hein. Il a toujours dit, mais non, vous inquiétez pas, tout va bien, faut pas rigoler, faut pas fantasmer. Il est peut-être en train, si son projet aboutit, c'est lui qui permettra de développer l'IA la plus puissante et donc la plus effrayante du monde, en fait. Bon, écoute, et elle sera on va voir. C'est pour ça que je suis très contente de vous voir prendre la paternité de la patente. Les problèmes viennent d'Europe encore. Oh merde, ça va se retourner contre nous. Oh là, le Terminator est européen, les amis. Voilà. Wow. Vous l'avez entendu ici. Bon, revenons à des choses beaucoup plus terre-à-terre et un peu plus accessibles au commun des mortels. En début de mois avait lieu le Mobile World Congress de Barcelone, le grand raout de la téléphonie mobile. On y était, François et moi. Bruno, on t'a cherché, on t'a pas vu. Non, j'étais pas là. Je voulais prendre du jambon, puis finalement, j'ai manqué mon vol. On l'a mangé à ta santé, le jambon ibérique. Il y avait des choses intéressantes et puis de retour, François lui a décidé de fêter dans son coin gentiment tout seul avec ses potes dans son émission les 25 ans du smartphone. Mais je l'envie, avant que tu ailles plus loin. C'est quoi cette histoire de 25 ans du smartphone? Je l'envie. Attends, avant qu'il parle, moi François, je veux te féliciter d'avoir eu cette idée-là. Moi, c'est passé en dessous du radar et j'ai dit non mais Bert, moi aussi complètement. Et lui, il a fait une émission spéciale sur les 25 ans du smartphone. Bon, mais avoir une grosse équipe, Jérôme, c'est ça. Sauf que c'est pas du tout les 25 ans du smartphone. Si. C'est pas grave. Alors déjà pourquoi? Alors pourquoi? Parce que il y a 25 ans, donc en 2001, il y a eu quand même, on va dire, une espèce d'avant et d'après. 2001, rappelez-vous, on est à la fin En fait, le GSM existe depuis quelques années et on commence à voir arriver des téléphones un petit peu plus intelligents. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de toute cette période, mais Ericsson avait sorti un appareil qui était un petit peu plus évolué que les autres, avec un vrai clavier qui permettait d'envoyer des mails, etc. 2002, le premier BlackBerry est arrivé. Et en fait, quand j'ai regardé un petit peu dans les dates, je me suis dit que finalement 2001, c'était pas mal comme point de départ d'une technologie qui existait avant, mais qui s'est affirmée à partir de ce moment-là. Et je me suis dit, 2001 plus 25, ça fait 2026. Voilà. Et il y a pas mal de choses... Non, mais c'est pas déconnant, le fait de se dire on fête les 25 ans du smartphone. Non, mais tu as raison, parce que c'est impossible de donner une date précise, tu vois. Mais... on va dire que 2001, c'est pas complètement débile. Et donc, je me suis dit, tiens, avec tous les passionnés de tech que j'ai dans Tech & Co, et notamment des gens que vous connaissez, style Yves Maître, qui a bossé
véritablement dans les coulisses des premiers smartphones à l'époque. On avait Thomas Serval aussi. J'ai eu un nouvel intervenant dans Tech & Co qui s'appelle Patrick Chaumet, que moi je ne connaissais pas, que vous connaissez peut-être, mais moi franchement je ne savais pas qui c'était. C'était en fait il a travaillé à la grande époque de Vodafone, donc l'opérateur télécom, et ça fait des années qu'il est chez Samsung. Il a un poste très 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 élevé chez Samsung, et il est venu un petit peu dans cette émission nous expliquer l'évolution du smartphone et surtout la bataille qu'il y avait à l'époque entre les constructeurs de smartphones et les opérateurs télécoms, qui étaient d'une arrogance incroyable par rapport aux constructeurs. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais comment dirais-je, les opérateurs télécoms, c'est eux qui décidaient quel modèle allait sortir parce qu'ils les subventionnaient, les téléphones. Eh oui, bien sûr. Et un constructeur de téléphone... François, l'histoire du BlackBerry, c'est ça. C'est ça. S'ils n'avaient pas eu l'appui des Américains, le BlackBerry ne serait jamais sorti. Exactement. Et donc, les opérateurs faisaient la pluie et le beau temps auprès des constructeurs de smartphones. Donc déjà, il y a toute cette histoire que moi, je trouve très intéressante qui a été racontée. Et puis après, l'arrivée d'Apple. Enfin, avant l'arrivée d'Apple, c'était les premiers téléphones un peu intelligents sous Windows Mobile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, c'était mon premier smartphone. Oui. On l'avait, toi et moi, je me souviens, le QTEC. Tu te souviens? C'est vrai qu'on l'a vécu ensemble, tout ça, François. Mais bien sûr, évidemment. Mais recule quand même. Il y a eu le Nokia 95. Qui, moi, était mon premier téléphone intelligent. Mais qui n'était pas un smartphone. Mais qui n'était pas un smartphone. Voilà, je rejoins Jérôme, parce qu'il avait une ergonomie de merde, excuse-moi, mais c'était vraiment un truc. Mais quand tu dis l'entre-deux, le pivot, pour moi, c'est l'appareil qui représente le pivot. C'est-à-dire que tu l'ouvrais... Le N95 Ah non, pas moi. Ah non, non. Moi, c'est le QTEC. Appareil photo, oui, tu as raison, parce que le N95 avait un excellent appareil photo. Et je me souviens qu'avec Jérôme, on faisait nos premières vidéos pour la chaîne Techno en N95. Je m'en souviens. Mais moi, pour moi... Oui, mais François, la BBC avait équipé les journalistes de N95. Et quand la première vidéo... pour filmer. La première vidéo d'un incendie dans le métro à Londres, ça avait été filmé par un N95. Et on avait marqué en disant, ça, c'est la révolution. Parce que maintenant, les journalistes peuvent couvrir l'actualité avec leur téléphone en attendant le caméraman ou le photographe. Oui, mais tu vois, pour moi, un smartphone, c'est pas qu'un appareil photo. Et je trouve que les SPV, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces appareils, parce que je crois qu'au Canada, c'est pas sorti ces trucs-là. Non, c'est pas sorti. C'est sorti qu'en Europe. En fait, ce sont les opérateurs télécoms qui s'étaient associés avec QTEC, mais aussi HTC. Ça s'appelait pas encore HTC, mais c'était un Taïwanais qui, quelques années plus tard, allait s'appeler HTC, qui avait construit ce téléphone sous Windows Mobile, qu'on avait, Jérôme et moi, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jérôme, et on avait ce petit stylet sur un écran où il y avait Windows et tu pouvais écrire des documents Word, recevoir tes mails avec Outlook. Avec un menu démarré sur le téléphone. Un menu démarré sur le téléphone avec un petit stylet. C'était un truc de dingue. Mais ça, c'était ergonomique de l'histoire de la tech. Pour rebondir sur Bruno, mais c'était avant le N95, ça. Mais François, avant. Dans ton histoire, tu positionnes où les PDA? Parce que, par exemple, Trio... avant. Mais... Avant et en même temps. Parce que Trio, par exemple, le dernier modèle qu'ils ont fait, c'était un assistant personnel, mais qui permettait de faire des appels. Ils avaient ouvert cette brèche-là, alors que sinon les PDA pouvaient te permettre de te brancher sur Internet, mais pas faire d'appels. Mais tu as raison, il y avait les Pocket PC, il y avait tous ces trucs-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, mais qui ont mis du temps à être connectés, si tu veux, tu vois. Au début, c'était des simples agendas électroniques. Électroniques. Et donc, voilà, ils nous racontent tout ça, et puis après, l'arrivée de l'iPhone, et c'est très savoureux d'écouter Yves Maître qui rentrait en négociation avec Tim Cook pour le premier iPhone, et Apple qui essayait de tordre le bras aux opérateurs télécoms. Attends, François, est-ce que je peux raconter les coulisses de cette émission? Parce que je te charrie un peu. Mais bien sûr. Je sais très bien pourquoi tu as fait cette émission. Je suis sûr Bruno ne le connaît pas. Oui, c'est vrai, tu le sais. Tu le sais parce qu'on en avait parlé ensemble autour de brochettes. Exactement. En fait, je vais te raconter.
Bruno, je vais te raconter comment est née dans sa petite tête cette idée de faire une émission sur les 25 ans du smartphone. C'était à Barcelone, en début du mois. On était au restaurant, on dînait ensemble avec Yves Maître notamment, dont on vient de parler, également avec Thomas Serval qui était là. Et Yves Maître, qui est un puits de science en matière de téléphonie mobile, a commencé à nous raconter toute l'histoire du smartphone. Et là, j'ai vu les yeux de François commencer à briller. Il a sorti son téléphone, il a commencé à prendre des notes. Moi aussi, j'ai commencé à cogiter. Et à me dire, putain, ça ferait une super série de podcasts, etc. Mais là, moi, perso, j'ai trop de trucs sur le feu, c'est pas possible. Et lui, il a commencé à dire, ouais, on va faire une émission spéciale. Et donc, voilà, en gros, c'est ça. Quelle bonne tu as idée. décidé à ce moment-là de faire cette émission spéciale. Oui, parce qu'en fait, pour tout te dire, on était en train de dîner. De manger des brochettes. J'avais l'impression d'assister à une émission en direct, tu vois, parce que c'était super intéressant. Il manquait des anecdotes, etc. Et je trouve que ça apporte... En fait, ça apporte un éclairage qu'on n'a pas forcément, nous, en tant que journalistes, parce que là, tu rentrais vraiment dans les coulisses des négociations entre les opérateurs et les constructeurs. C'était génial. Voilà. Ouais. Donc, c'était très cool. Et voilà. Donc, merci. Mais voilà comment naît une émission de télé. mais la beauté de la chose, c'est que cette émission-là, elle est disponible en ligne. Vous pouvez aller la voir. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai commencé à la regarder hier soir. Et c'est merci de l'avoir fait, de planter ça dans l'histoire, même si officiellement c'est pas, on peut chicaner sur la date exacte. Là. Moi, je trouvais que c'était important de faire le point, puis bravo, tu l'as fait. Ouais, c'est sympa, merci beaucoup. Mais voilà, c'est sur évidemment le replay de BFM Business. En attendant la série de Jérôme. En attendant la série de Jérôme, bien sûr. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en faisant cette émission, on pouvait en faire des tonnes. Ça suffit pas 1h30. Il y a tellement de trucs à raconter. C'est dingue. Mais dis-moi, tant qu'on y est, on peut dire un mot d'une autre spéciale que tu nous prépares, là. Oui. Alors, celle-là, c'est pas moi qui ai inventé la date, parce que je vous vois arriver. C'est le 1er avril, c'est les 50 ans d'Apple. Là, on est d'accord. C'est une blague. C'est une blague, le 1er avril. Oui, c'est vrai, ça a été créé la société a été créée le 1er avril, mais ils avaient commencé à bosser un peu avant. À l'époque, c'était une blague. C'est ça. Et donc, on prépare pour le 1er avril une émission spéciale avec des personnalités qui ont travaillé chez Apple. Qu'on a la chance d'avoir ou à Paris ou en visio. Il y aura Jean-Louis Gasset qui est enfin voilà, qu'on ne présente plus, qui a été l'un des tout premiers patrons d'Apple à la grande époque, voilà, au tout début d'Apple. Il y aura Luc Julia qui sera en visio, qui a bossé aussi un peu chez Apple. On a Pascal Cagny, que vous connaissez aussi, qui a été le vice-président Europe d'Apple. Voilà, pendant pas mal de temps. Et puis surtout, je suis très heureux, j'ai réussi à voir Tony Fadell en interview, en visio. Ça, c'est un bon coup. Ce sera pour terminer cette émission. C'est une 30 minutes d'interview où Tony Fadell nous raconte, parce que Tony Fadell a été quand même un acteur important chez Apple. C'est lui qui a... le créateur de iPod, même au tout début de l'iPhone, c'est lui qui a travaillé sur le premier prototype d'iPhone. Et alors, je vais pas tout vous raconter parce que j'ai déjà enregistré en fait son intervention, et il nous raconte des petites anecdotes incroyables concernant les premiers iPhones. Son premier iPhone qu'il avait perdu dans un avion, la pagaille pas possible, le premier iPhone qui était imaginé non pas avec un écran tactile, mais avec la roulette de l'iPod. Vous vous rendez compte ? Bien sûr. Et puis Steve lui dit, mais attends, mais comment tu fais pour envoyer un SMS ? Et là, ils se regardent tous en se disant, tu choisis les lettres une par une. Voilà, c'est un truc de dingue. Et donc, il nous raconte tout ça, et ça va bien au-delà, parce que, en fait, il y a certaines rumeurs qui circulent comme quoi Tony Fadell pourrait être l'un des candidats à la succession de Tim Cook dans quelques temps, à la direction d'Apple. Et on en parle aussi. Donc, à retrouver mercredi soir. Est-ce que vous parlez du 3e cofondateur d'Apple ? Non. Parce que, en fait, Tony Fadell... Alors, attends, parce que là, tout le reste de l'émission est en direct, donc on n'a pas parlé, mais avec Tony Fadell, on n'évoque pas ce sujet. Parce que c'était avant lui, de toute façon. Je pense que c'était vraiment à l'origine. Avant lui. Mais c'est vrai que c'est un fait qui est tellement peu connu. On parle tout le temps de Steve Jobs, Steve Wozniak, mais il y avait un 3e larron qui s'appelait Ron Wayne.
Et qui a vendu ses parts une misère très vite, en fait. Exactement. Le malheureux. Qui n'est jamais devenu milliardaire, contrairement aux autres. C'est dingue, hein. Et c'était lui qui avait apporté le plus d'argent à l'époque. Parce que lui, il avait un peu d'argent de sa famille, alors que etc. Steve Jobs et Steve Wozniak ne roulaient pas sur l'or. Hein. Non, ils ne roulaient pas sur l'or. C'est lui qui avait fait le logo d'Apple, etc. Mais oui, il s'est barré avant la fin de l'histoire. Bon, enfin voilà, donc très bien. Merci François, rendez-vous est pris. Et c'est une formidable transition pour la suite de cette émission. Car nous devons parler d'Apple avec ce petit joujou qui fait de plus en plus de bruit, j'ai l'impression. C'est le fameux ordinateur Neo, le MacBook Neo, donc un ordi d'entrée de gamme, surtout très bon marché, puisqu'il est annoncé à partir de 600 € et même 500 € pour les étudiants. Et ça démarre plutôt bien, les tests sont plutôt favorables. La concurrence est presque en PLS, et notamment du côté du monde PC, ils commencent à se poser des questions. Est-ce qu'Apple, avec ce MacBook Neo, va cartonner, d'après vous? François, on a assisté ensemble, on était chez Apple il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, pour la présentation ici chez Apple France. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bruno, cet Apple Neo, il t'inspire quoi? Écoute, moi je trouve que récemment, là, il y a eu beaucoup de mouvements au niveau des ordinateurs chez Apple. Il y avait évidemment cette présentation-là pour, soi-disant, aller chercher le marché, entre guillemets, moyen de gamme. Je dirais pas de bas de gamme parce qu'à ce prix-là, c'est pas ça. Je trouve ça habile. Sur le même principe que il y a quelques années, il y a des décennies, quand on avait créé le iMac, ça avait créé la folie furieuse. Moi, je fais un parallèle avec ça. J'ai l'impression que ça peut faire autant de succès et permettre à des gens de faire le premier pas vers l'univers du Mac. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Mais de l'autre côté, je veux juste faire une petite parenthèse. Quand on apprend la mort du Mac Pro, parce que là, maintenant, ça c'est sorti cette semaine, parce que là, Apple va aller vers le Mac Studio en se disant c'est ce qui fonctionne le plus dans le trait professionnel. Alors, ce que je suis en train de voir, c'est que Apple est en train, finalement, de laisser tomber les gros monstres de production que les professionnels ont permis de rendre Apple viable pendant une bonne époque. Et là, maintenant, se concentre sur du consommateur avec, le Mac Studio qui est quand même puissant, là, mais on est vraiment en train de se recentrer là, sur le marché des ordinateurs. Ouais. Et c'est vrai que la particularité, tu as raison de comparer ça avec les iMac, qui étaient les premiers ordinateurs de bureau en couleur avec un look complètement fou. Et c'était le retour de Steve Jobs, ça aussi. Et c'était le retour de Steve Jobs. Et là, moi j'ai l'impression qu'il y a une particularité sur ce MacBook Neo, en dehors du fait qu'ils ont assez bien réalisé le rapport performance-prix. C'est apparemment des plutôt bonnes machines pour un prix qui est super agressif. Mais surtout, il marque des points en matière de design. Cet ordi, il est éminemment désirable parce qu'il est en couleur. Il y a 4 coloris. Il y a un bleu, il y a un rose, il y a un jaune-vert. Jaune agrume. Jaune agrume que je trouve hyper sympa. Et puis, il y a un modèle de gris un peu plus classique pour ceux qui ne voudraient pas aller sur ces trucs-là. Mais c'est vrai que la carte du design est super importante aussi pour cet ordi. François ? Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir un petit peu regarder ce que c'était et de le toucher, de le regarder. Et c'est vrai que c'est un produit déjà qui est désirable. Même si, et c'est ça où ils sont très très forts chez Apple, parce que même si nous on est un petit peu, j'allais pas dire, comment dirais-je, un peu lassé de tout ça, parce que depuis toutes ces années on voit beaucoup de produits. Tu vois, moi je me suis dit waouh, quand même, c'est un produit qui est désirable, les couleurs, dont tu as raison, les couleurs sont très jolies, mais en plus qui est magnifiquement fini. C'est-à-dire que c'est un produit Apple Premium. Quand tu regardes la qualité des finitions, tu te dis pas que ce produit coûte 600 balles, tu vois, ou 700 balles.
800 €. Alors moi, il y a qu'un truc que je trouve un peu chiche, c'est qu'ils n'aient pas mis le Touch ID dans le modèle. En fait, il y en a un à 600, un à 700. Ouais. Et celui à 600, il a moins de mémoire, je crois. Mais surtout, il n'a pas le capteur d'empreinte digitale qui est sur l'autre. Franchement, ça a coûté quoi, 10 balles, ce capteur d'empreinte digitale? Ouais, mais c'est toujours comme ça que Apple construit ses gammes, si tu veux. C'est là où ils sont très forts. Et c'est vrai que pour 100 balles de plus, tu as 512 Go de stockage au lieu de 256 et le Touch ID. Mais bon, ça t'empêche pas d'avoir cette... Enfin, si tu n'as que 699 € ou 599 si tu es étudiant, ça t'empêche pas d'avoir une machine qui fonctionne, tu vois. Elle a les mêmes performances, il y a moins de stockage, mais aujourd'hui, avec le cloud, c'est pas un sujet, tu vois. Et surtout, ça va faire la blague pour 95% des usages de l'informatique. Tu peux bosser, tu peux produire, tu peux même monter des petites vidéos, tu peux faire de la retouche photo. Alors évidemment, c'est pas un foudre de guerre, mais à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre 10 secondes de plus pour avoir un rendu, si tu veux, tu vois, voilà. Et tu peux aller sur Internet, tu peux regarder des vidéos 4K, l'écran est très beau. Franchement, et alors, moi, ce que je trouve intéressant avec ce produit, c'est que je trouve que c'est une petite révolution chez Apple. Parce que Apple est, à mon avis, en train de se rendre compte que s'ils veulent encore augmenter leur aura et vendre encore plus de produits, il va falloir qu'ils trouvent des produits de qualité moins chers. Et je pense que cette philosophie du MacBook Neo, ce n'est que le début. On l'a vu un peu avec l'iPhone 17e, qui a été présenté par la même occasion. Mais je pense qu'on va avoir, petit à petit, Apple est en train de construire une gamme de produits abordables, toujours de qualité, pour permettre en fait aux gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir des produits Apple, de pouvoir malgré tout rentrer dans la danse et surtout, après, souscrire des services. Parce que Apple, derrière tout ça, est très très fort. À partir du moment où tu as du hardware Apple, tu vas t'offrir un iPhone. Même si c'est un iPhone d'entrée de gamme, c'est un iPhone quand même, tu vois. Tu vas te prendre des AirPods. Tu vas te souscrire ton abonnement cloud, c'est tous les mois 10, 15, 20 € par mois. Tu vas te prendre Apple Music. Tu vas te prendre peut-être la suite qui te permet de monter tes vidéos. En fait, je pense qu'Apple se dit... Oui, la nouvelle suite à 12 €. C'est un peu le modèle PlayStation, si tu veux. T'achètes une console, mais après... Sony, c'est pas sur la console qu'ils se font de l'argent, c'est sur tous les services que tu vas acheter, que tu vas louer. Et je pense que la stratégie d'Apple, elle est en train doucement de glisser vers ça. Ouais, de glisser ou de s'élargir en tout cas. Ouais. De s'élargir. Oui, Bruno. Ce qui est intéressant aussi, c'est la démonstration de la puissance des téléphones d'Apple. Parce qu'il faut le rappeler, ça fonctionne avec le même processeur qu'on trouve dans la dernière génération des iPhones. C'est vrai. Et tu dis, oui, le Neo, c'est un processeur A18 Pro qui est un processeur iPhone. Ah, tu dis quand même, ça, c'est capable de faire fonctionner un ordinateur et de bien le faire fonctionner. Donc, moi, j'avoue que le clin d'œil était quand même assez fort. Parce que ça fait longtemps qu'on dit, récemment, depuis les dernières années, on dit, vous savez, c'est un ordinateur que vous avez entre les mains. Puis je dis, ouais. Non, mais regarde ce que ça fait, là. C'est vrai, tu lui mets un écran de 13 pouces, c'est vraiment un ordinateur. Et c'est ça, tu peux lui connecter un écran de même de 27 pouces si tu veux, il n'y a aucun problème. Il va tenir la charge. Et c'est vraiment, mais je veux dire, le MacBook, le Neo par rapport à un smartphone, c'est ça qu'on était en train de dire. Bien sûr. Oui, pardon. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu, à mon avis, le cheval de Troie d'Apple, et surtout pour tous les étudiants qui hésitent entre un PC pas cher et un Mac pas cher. Tu sais, c'est un peu comme les banques. Les banques essaient de séduire les étudiants en leur donnant des cartes bancaires, des trucs comme ça, pour qu'après, tout au long de leur vie, ils restent dans la même banque. Si tu choisis ton camp Apple dès que tu es étudiant, il y a de fortes chances pour que tu y restes très longtemps. C'est leur nouveau cheval de Troie. Ouais, c'est vrai, pour séduire les plus jeunes. Mais alors justement, qu'est-ce qu'il va rester d'une part au MacBook Air, qui était... jusqu'à présent, l'entrée de gamme, hyper léger, hyper design d'Apple. Et surtout, qu'est-ce qui va rester aux concurrents, aux PC parce que tu prends un PC à 600 €, qu'est-ce qu'il a de plus? Alors, il a un écran tactile. Il n'y a pas d'écran tactile chez Apple. Mais à part ça, c'est des machines qui sont pas hyper belles bien souvent. Côté design, pour 600 balles, les PC, c'est un peu... T'as l'impression que ça a été designé avec les pieds. Ça va être dur,
Ouais, mais tu sais quoi? Moi, je pense que ça va leur foutre un sacré coup de pied dans le cul. Excuse-moi de l'expression, mais je pense que là, si Apple arrive à faire ce type de machine tout en margeant comme il faut, parce que je pense qu'ils doivent bien marger et gagner de l'argent sur un Mac, eh ben, comment font-ils? S'ils y arrivent, eux, pourquoi les Lenovo, les HP, les Dell, les Acer, les Asus n'y arrivent pas? T'as raison, ils vont se secouer. Tu vois, ça va secouer le cocotier. Ouais, et tu vas voir que d'ici peut-être 6 mois, 1 an, on verra de belles machines arriver d'entrée de gamme avec Microsoft. Parce que je pense que Microsoft, lui aussi, va motiver les constructeurs de PC à s'activer là-dessus, tu vois. Alors, c'est pas la même technologie. Hein. Là, on n'est pas sur du x86 sur Mac, c'est de l'ARM, c'est de l'ARM. Donc, mais tu commences à avoir des PC sous ARM aussi, tu vois, qui tournent sous Windows. Donc, je pense que ça va donner un coup de boost à ce marché, et c'est bien, c'est bien. Il faudra même voir du côté des Chromebooks, parce qu'il y a encore un marché qui fonctionne là-dessus. C'est peut-être les premiers qui vont réagir. Moi, j'ai l'impression que pour ça, avec le Neo qui est sorti, l'automne est prometteur. Parce que c'est à l'automne, souvent, qu'on voit des nouveaux modèles débarquer sur le marché. Et là, s'ils veulent faire la différence... Oui, et s'ils veulent faire la différence quand vient le temps pour les gens d'aller faire du lèche-vitrine virtuel ou se retrouver en magasin et faire du comparable, ben, on vient sur les... C'est con, hein, mais on revient sur les couleurs. C'est ça qui va attraper l'œil. Ah oui, ça, c'est super important. Et après, Apple fait très fort, je pense, avec leur maîtrise parfaite entre le soft et le hard, parce que, et ça, c'est à mon avis plus compliqué dans le monde du PC. Quand tu te rends compte que cette machine n'a que 8 gigas de RAM, et aujourd'hui, avec 8 gigas sur un PC, ça va, mais si tu commences à ouvrir plusieurs onglets Chrome, c'est compliqué, tu vois. Et alors qu'avec Apple, et notamment avec ce MacBook Neo, il y a eu des tests qui ont été faits. Tu peux ouvrir 50 onglets. En fait, ils arrivent à gérer la mémoire vive comme personne, finalement. Et donc, à aucun moment, tu as l'impression que ton PC rame. Ça, c'est fort, tu vois. Et donc, il y a ça aussi. Il y a cette maîtrise, cette maîtrise entre le hard et le soft qui fait que... Voilà, pour l'instant, c'est les meilleurs, hein, quoi qu'on dise. Ouais. Et ça m'ennuie parce que je peux te dire que moi, je suis fan de PC. Hein. Moi, j'ai un PC à la maison. Ah oui, toi, t'es plutôt PC, toi. Ouais. Donc, il me tarde de voir la réaction des concurrents. Les amis, pour terminer, je vous propose qu'on parle d'une autre grande marque de tech, mais on va peut-être en parler au passé, en réalité. Il s'agit de Sony. Sony, le géant chinois de l'électronique, qui évidemment a bercé pendant des années la jeunesse lui-même. Japonais, qu'est-ce que je raconte? Merci Bruno. Vraiment grand changement. Là, ouais. Ah ouais, absolument. Ils sont pas encore chinois, mais justement, on va en parler. Il y a un petit peu quand même. Il y avait un lapsus ici, là, ouais. Ouais. Non, japonais, avec deux annonces qui, je pense, vous ont fait réagir tout comme moi ce mois-ci. D'abord, c'est Sony qui a décidé de céder à hauteur de plus de 50%, je crois, sa filiale, enfin sa division télé. Alors que Sony, c'était la télé quand même. Quoi. C'est ce qui les définissait. Un leadership sur la télé. Ils ont fait les plus beaux téléviseurs de la Terre, même avant l'invention des écrans plats, etc. Même avant, hein, d'avant. Et puis l'automobile. L'automobile, ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils laissaient tomber leur projet de voiture qui était déjà un peu bizarre. Ça surprenait tout le monde que Sony se lance dans la voiture. C'était en association avec Honda. Honda devait faire la partie automobile et Sony la partie électronique. Ça devait être une espèce de super vitrine technologique pour Sony. 2 modèles qui ont été présentés mais qui ne sont pas allés beaucoup plus loin que les salons. Hein. On le voyait au CES de Las Vegas depuis plusieurs années, mais ce concept car, il n'était pas vraiment commercialisé. Pourtant, la précommande était ouverte. Il y a des gens qui l'avaient commandé, la Afila. Et finalement, c'est Honda qui retire ses billes parce que Honda n'arrive pas à s'en sortir en matière de véhicules électriques. Il n'arrive pas à faire face aux Chinois, aux Coréens, etc. Donc, c'est un peu par domino les Japonais qui morflent et notamment cette belle marque Sony. C'est quand même incroyable qu'on en soit là aujourd'hui. François, je sais que tu es comme moi un peu un nostalgique, non, de cette époque Sony quand même. Ouais, on en parlait hier dans Tech & Co. Moi, je trouve vraiment tragique comment dirais-je,
la descente aux enfers de l'industrie japonaise. Alors pas dans tout, hein, pas dans tout, mais en tout cas dans l'électronique, c'est terrible. Les Panasonic, les Hitachi, rappelez-vous, c'était des marques incroyables. Qui étaient vraiment dans l'excellence en fait de tout ça. Inventeurs du magnétoscope, tous ces gens-là. Bien sûr, JVC. Des marques comme JVC qui n'existent plus aujourd'hui, dont la licence a été rachetée par des Chinois. Alors tu vas pouvoir acheter des trucs JVC, mais ça n'a plus rien à voir avec JVC, tu vois. Et je te parle même pas du monde de l'appareil photo, de la photo japonaise, qui est aussi en déliquescence totale. Et en fait, c'est terrible parce que ils n'arrivent pas à tenir le choc face à la Chine. Et même si tu as d'un côté Sony qui est un peu moribond, c'est vrai, tu le disais, aujourd'hui, Sony, à part la PlayStation et l'audio, il n'y a plus rien. Les télés, c'est TCL qui les fabrique. Voilà, Sony est l'ombre de lui-même. Et Honda, le problème qu'avait Honda, c'est que les Japonais, en fait, sont très bons dans tout ce qui est voiture hybride, tu vois, qui mélangent le thermique et l'électrique, mais ils ne sont pas bons en full électrique. Pourquoi ? Ça, tu peux pas tu comprends pas pourquoi. Parce qu'ils ont pris le train trop tard. Non, même pas, parce que l'hybridation, ça fait 20 ans que ça existe chez Toyota et chez les Japonais. C'est eux qui ont inventé l'hybridation. Si tu veux, l'optimisation du moteur électrique versus le moteur thermique, tu vois, tu prends la Toyota Prius, ça fait 20 ans que ça existe, cette voiture. Ouais. Et Toyota est le numéro 1 dans ce domaine-là. Mais ils n'ont pas réussi à sortir des modèles efficaces 100% électriques. C'est dingue, quand même. Et pourtant, ils avaient un vrai savoir-faire dans ce domaine-là. Ils n'y sont pas arrivés. Pareil pour Honda. Et ils se sont rendus compte avec Sony que cette association ne servait à rien. Puis la voiture était vachement chère. C'était 90 000 $, je crois, ou 100 000 $. Ouais. Ça sortait au début un truc bizarre qu'en Californie. Pourquoi la Californie, tu vois ? Il n'y a que les patrons de start-up qui vont s'acheter cette voiture. Tu sais qu'ils avaient même ils avaient même ouvert une concession à Fila. Un concessionnaire, ouais. Ouais, t'avais un magasin à Fila où tu pouvais acheter les voitures. Bon, là, à mon avis, il y en avait un peu moins, hein. Mais c'est dingue quand même. Même la 1, elle est jamais sortie en fait. Hein. Non, rien n'est sorti. Non, rien. Ça devait sortir cette année là, dans les semaines ou les mois qui viennent, le premier modèle. Oui, il l'avait confirmé au CES de Las Vegas. Il disait que ça sortirait dans le courant de l'année. Ouais. Mais bon, on savait, enfin. On en a déjà parlé plusieurs fois. Franchement, cette histoire-là sentait mauvais quand même, tu vois. Oui. Quel intérêt de sortir un véhicule. Moi, au début, quand j'ai vu ces prototypes, parce que ça fait des années que ça dure, cette histoire. Rappelez-vous, en 2020, depuis 2020, Sony avait déjà lancé avait parlé de ce prototype. Il y avait un prototype sur le stand de Sony qui était très beau. Mais moi, je me suis dit, OK, ils font ça parce que Sony, c'est aussi un fabricant de composants électroniques. Ouais. C'était un peu une vitrine technologique pour qu'après, Peugeot, Renault achètent des écrans, je sais pas moi, tu vois, tous les composants qui étaient véritablement mis en avant dans cette voiture, tu vois. Des trucs intégrés dans le pare-brise, tout ça. Exactement. C'était une vitrine technologique. Ça avait du sens. Mais après, quand ils ont voulu se lancer dans la fabrication effective d'un véhicule, ça devenait compliqué quand même. Ouais. Et on se rend compte que l'industrie automobile, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Surtout maintenant qu'il y a les Chinois. Exactement. Surtout maintenant qu'il y a les Chinois. Waouh, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de voitures Xpeng, BYD, y compris sur les routes françaises. Je ne sais pas comment c'est au Canada. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou non? Écoute, c'est tellement drôle que tu me lances là-dessus parce que nous, il y a eu, en début d'année, il y a la visite de notre premier ministre Carney qui s'est rendu en Chine. Sous les années de Justin Trudeau, les deux pays ne se parlaient pas. Et maintenant, on est devenus les deux meilleurs amis du monde. Ça, c'est dû à notre voisin avec qui on a de la difficulté à s'entendre. Dans l'adversité, on se fait toujours de nouveaux amis. Oui, dans la vie, c'est ça. Mais là, résultat, c'est que le marché canadien s'ouvre maintenant à la voiture chinoise. Et là, on est en train de voir, j'exagère un tout petit peu, là, mais on voit apparaître les concessionnaires, les joueurs, les grands groupes automobiles, mais de concessionnaires là, sont en train de se battre pour avoir des concessions de fabricants chinois pour ajouter à leur groupe. C'est la folie furieuse. Tout le monde attend ça. Et là, cette année, il y a 45 000 voitures qui vont débarquer. Et après,
on va y aller avec la demande. Mais tout le monde attend de voir la voiture. Et je lisais dans la presse, qui est un quotidien comme Le Monde ici, ils ont dépêché leurs journalistes au Mexique, où il y a déjà un marché qui est ouvert, où il y a déjà des fabricants chinois qui sont installés pour fabriquer les nouveaux modèles. Et ils ont envoyé les journalistes là pour tester les bagnoles qui vont arriver bientôt au Canada. Et tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde a hâte de voir. Parce que ces voitures-là, ils ont été, contrairement à la Tesla qui a été développée presque pour un marché californien. François, tu parlais de la Californie, là, mais tu sais, la première génération de Tesla, il n'y avait pas de chauffage. Alors, les premiers qui sont tapés des Tesla au Canada, là, je veux dire que les chauffeurs... Oui, chez vous, ça craint un peu. Hein? Ben, quand tu prenais un taxi qui était une Tesla, c'était formidable, mais en plein hiver, tu avais le chauffeur qui disait « Ouais, mais il n'y a pas de chauffage. » et c'était ça, tandis que les Chinois, ben, on le sait, ils ont l'été puis ils ont l'hiver comme nous. Ouais, et à partir de là, les modèles sont beaucoup plus adaptés à notre réalité. Alors, la bagnole chinoise est là. Puis, sinon, pour rebondir sur le sujet qu'était Sony, moi, je vous dirais que j'ai ri un peu dans ma barbe, qui se blanchit là, avec le temps, parce que moi, Sony, pour moi, ça a été le Walkman, ça a été la PlayStation, et ça s'arrête là. Après, ils se sont cherchés, puis ça n'a pas fait grand-chose. Et j'étais toujours surpris de voir tu sais, ils ont fait une incursion dans le monde du téléphone. Il y avait quelque chose, mais ça n'a pas abouti. Ils ont fermé les écoutilles. Même chose pour les appareils électroménagers. Ils ont fait une incursion là-dedans. Ça a fermé. Et puis... Et je suis toujours surpris de voir, année après année, qu'ils sont présents au CES, parce que là, la dernière année, c'était un concessionnaire automobile qui était là. C'est plus grand-chose. Non, oui, mais c'est vrai, tu as raison, la question se pose du futur. Chaque année au CES, leur stand, alors la surface reste la même, mais on a l'impression qu'il y a de moins en moins de choses à y voir. Ben oui. Et en plus, ça. maintenant, ils mettent des voitures, donc effectivement, ça occupe tout l'espace. Ben là, il y en aura moins, des voitures. Là. Là, il y en aura moins. Je ne sais pas ce qu'ils mettront l'année prochaine dans c'est la question que je me pose. stand du CES. Oui, qu'est-ce qu'ils mettront? Alors qu'il y a une époque, ils mettaient des télés incroyables. Ils avaient réussi dans des téléviseurs ultra plats à faire de l'audio de qualité, ce que les autres n'arrivaient pas à faire. L'édition du CES de la 3D, c'était fou. Il y avait 5 téléviseurs un à côté de l'autre qui te donnaient différents rendus. Un, tu avais besoin d'un casque, l'autre, tu avais besoin d'une paire de lunettes, l'autre, tu n'avais pas besoin de paire de lunettes. Et donc, c'était comme l'évolution qu'ils avaient développée. Et ça montrait les possibilités. Bon, finalement, l'année d'après, la 3D est disparue. Ça a été inclus dans la télé 4K. Mais ils ont essayé plein de choses, mais tu as l'impression qu'il y a comme un manque de leadership et ils sont perdus. C'est une boîte d'ingénieurs. Ça a toujours été une boîte de super ingénieurs chez Sony, mais effectivement, il manquait un peu une vista, quoi. Et en plus, dans un monde qui bouge, où eux devenaient une vieille boîte. Très mauvais dans le soft aussi. Très mauvais dans les logiciels. C'est vrai. Les interfaces des produits japonais, c'est une catastrophe. Tu vois, ça a vraiment été fait pour les ingénieurs. Et c'est terrible, terrible. Mais bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est une page qui se tourne. Tu parlais du Walkman. Bon, il y a quand même le lecteur de CD ou le Discman. Il y avait le mini-disque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, j'avais un mini-disque et c'était un truc génial. Le son Sony était particulier. Ben, le DAT, la petite cassette numérique, c'est eux qui l'ont inventé. C'est eux qui l'ont inventé, tu vois. Ils ont un héritage technologique incroyable. Et voilà. Mais c'est comme la chambre des brevets. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose. Bon, voilà. Enfin, ils sont pas morts, hein, mais... Non. Ils disparaissent un peu du radar, quand même. Comment on dit? Chronique de mort annoncée? C'est cruel. N'allons pas jusque-là. Allez, laissons-leur encore... OK. On va verser une petite larme pour espoir. Sony. Voilà. Et on va s'arrêter là-dessus. On va en finir sur ce sujet un peu triste. Oui, déjà, je sais, Bruno, c'est un tel plaisir chaque mois de partager ce moment ensemble. Et j'espère aussi pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent en vidéo, puisque cette émission est également sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monde Numérique. Je m'en occupe de plus en plus et ça paye. Et on t'en remercie, d'ailleurs. Avant, c'était de la jachère. Voilà, et maintenant, c'est un lieu avant, c'était complètement de la jachère. C'est un peu plus travaillé, on travaille tout, les miniatures, les titres, la sélection des vidéos, et ça marche, et l'audience monte. Bon, merci beaucoup les amis, merci à tous les deux. Donc on vous retrouve
François Sorel, tous les soirs du lundi au jeudi, c'est ça? Sur BFM Business. Il y a aussi De quoi je me mail le vendredi, bien sûr. Et De quoi je me mail le vendredi. Absolument. Et puis toi, Bruno, dans ton carnet... 24 sur 24 tous les jours de la semaine. Ah non, mais Bruno ne dort jamais. Et on peut préciser quand même qu'à l'heure à laquelle on enregistre, quelle heure il est chez toi, là, Bruno? 6h du matin. 6h du matin. Ouais. Incroyable. Formidable. Et franchement, moi, je le ferai pas. Tu m'aurais dit, est-ce qu'on peut enregistrer demain? Pour toi, il sera 6h. Écoute, Bruno, je t'aime bien, mais non, je l'aurais pas fait. Donc, c'est ça la passion. Ouais, exactement. Bon. Merci. Après, tu es un lève-tôt, donc c'est bien. J'en profite. Du coup. Donc demain, on a rendez-vous à 4h du mat pour toi. Exactement, et je serai là. Ouais. Voilà, et on te retrouve dans ton carnet et dans 120 secondes de tech, bien entendu, qui cartonne sur les réseaux, et notamment sur TikTok. Bruno de Montréal, star de TikTok, pour la tech quotidienne. Bon, portez-vous bien les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, soyez attentifs à l'actu du mois d'avril qui arrive, parce que on fera le point fin avril, et vous nous direz ce que vous avez retenu de tout ce qui nous attend encore dans les prochaines semaines, parce qu'on est quand même sur un domaine formidable où il se passe tout le temps des nouvelles choses. Voilà, portez-vous bien, ciao ciao. Salut. À bientôt, Salut. bye bye.